J'ai rencontré Yoris assistant à la projection d'un film de lui que j'espère vous verrez un jour, qui est un pur chef-d'œuvre, qui s'appelle Valparaiso. Et alors là, je trouve ce film tellement merveilleux. Je reviens d'Algérie. Je suis vraiment petite cinéaste débutante. Et je vais le voir. Il me prend mon téléphone, mon adresse. Et puis 8 jours après, je reçois un énorme bouquet de fleurs qui vient du bout du monde. Et puis après, j'ai plus de nouvelles. Et quelques mois plus tard, par hasard, à une exposition de photographie, place Saint-Germain-des-Prés. On est en 1963. Ouais, à peu près. Et ben, on se rencontre là et on ne se quitte pas pour 30 ans. De 1920, des années 20 à 1989, il a toujours été dans la modernité parce qu'il a su prendre les nouveaux courants, aussi ce mélange de cinéma, de fiction et documentaire. On finira notre œuvre commune avec un film qui a des 20 ans d'avance par rapport au cinéma documentaire de l'époque, puisque nous, pour le premier film qui mêle à la fois la fiction, le documentaire, qui brise complètement les idées reçues et habituelles, et qui renouvellera, si vous voyez ce film aujourd'hui, il a toujours 20 ans d'avance. Il a toujours été obsédé par le vent, par la symbolique du vent aussi, ce vent qui détruit tout, mais qui permet de reconstruire, ce vent qui symbole de liberté, ce vent symbole de mémoire, de la mémoire des sons de l'histoire humaine. Yoris voulait faire un film sur la civilisation chinoise en partant, si vous voulez, des montagnes du Tibet jusqu'à Shanghai. Et c'est là qu'est venue l'idée de casser la tradition du documentaire en y mêlant la fiction et aussi la réalité. Faire un film de lumière en passant par Méliès, voilà. Alors au moment où nous étions par exemple au Japon pour un débat très important sur le cinéma documentaire avec une chaîne de télévision culturelle, on a été invité, Yoris plutôt a été invité par Chou En-lai à venir en Chine, c'était fin 71. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait un grand concert anti-chinois, quoi, à propos de la révolution culturelle, de ses conséquences, des luttes très violentes qui avaient eu lieu là-bas entre 66 et 68, 69. Nous, on est allés en Chine au moment où Chou En-lai avait repris le pouvoir, c'est-à-dire une tendance centriste libérale. Et donc, on a voulu établir un pont entre l'Orient et l'Occident, essayer de comprendre en quoi, trouver des exemples expérimentaux de ce qui pouvait se passer à ce moment-là en Chine de plus intéressant, sans penser faire une analyse quelconque, sinon montrer ce peuple tel qu'il était, alors qu'on ne l'avait jamais vu qu'à travers des poncifs et des stéréotypes, quoi. Et c'est vrai qu'on a fait plutôt des films pas hostiles, et on pensait effectivement que le rapport entre les hommes pouvait évoluer. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Est-ce que nous étions un naïf? Oui, on était un peu tout ça, c'est vrai. Il faut le dire. Beaucoup de liberté pour filmer? Ben, en principe, oui, parce que on a pu filmer en caméra cachée dans les rues. Oui, on n'avait pas l'impression. On sentait bien qu'il y avait des contraintes, mais c'était plutôt, valait mieux aller là plutôt que là. Ou à Shanghai, on a vu beaucoup de magasins, mais c'est nous qui avons choisi la pharmacie parce que c'est un lieu où les gens sont impliqués physiquement avec eux-mêmes. Donc c'était à la fois montrer comment ils vivaient, comment ça se négociait dans une pharmacie et comment les pharmaciens aidaient les gens. Alors Tiananmen, c'est bien simple. Il a assisté à toutes les manifestations contre le gouvernement chinois de soutien aux étudiants et il est mort. Le conflit a commencé
vers fin mai, début juin. Et Yoris est mort le 29 juin. Mais de ce fin mai au 29 juin, il a lutté dans toutes les manifestations de soutien aux étudiants. Et il y a eu un article à la mort de Yoris La Repubblica en Italie a conclu un grand article sur Yoris en disant que le dernier crime de Deng Xiaoping, c'était la mort de Yoris Stevens. Ouais.